elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Delphine Orviller. Quand des hommes et des femmes lisent ensemble un texte et le commentent, même les hommes le lisent différemment. C'est comme si tout le monde était resitué dans la lecture. Je pense souvent à mes grands-mères. En fait, plus je vieillis, plus je pense à elles. Je prends peu à peu la mesure de ce qu'elles m'ont transmis. Le sens de l'humour, la détermination, le goût de l'instant présent, l'esprit d'indépendance, l'acceptation du tragique, la nostalgie, la désinvolture, la résilience. Mes grands-mères accompagnent chacun de mes pas. Et peu importe que j'injecte ou non dans cette idée une forme de spiritualité, le simple fait qu'elles aient vécu, que je sois issue de leur lignée, suffit à manifester leur présence dans ma réalité. Je sais les épreuves qu'elles ont traversées, je sais les droits qu'elles n'avaient pas. Toi, avec ta mère et ta sœur... J'ai d'autres grand-mères, celles que je me suis choisies, les artistes et les militantes qui m'ont précédée dans l'histoire. Elles aussi accompagnent mes pas. Et parmi elles, certaines ont des milliers de petites filles volontaires, des femmes qui se sont placées sous leur protection et dans leur lignée. Je pense à Simone Veil, magistrate et ministre d'État, et Marceline Loridan, cinéaste et écrivaine. Mais les jeunes, elles ont tout de même eu tendance à se faire connaissance entre elles. Oui, C'est ça tout va, de même, c'est pour ça qu'on était coquines. Les vieilles qui avaient tout de suite 25 ans. Mais elles pleuraient, elles étaient chiantes. Ouais, elles étaient très agressives vis-à-vis de nous. Oui, parce qu'on portait les pierres en chantant, on rigolait. On essayait de tenir, quoi, autrement. Et... Elles nous faisaient la morale. Ouais. Mon invitée dans cet épisode de La Poudre a dit d'elles. Elles sont 2 visages phares qui me guident dans mon existence en tant qu'être humain, juive Je l'ai et femme. rencontrée à Birkenau. Elle était logée dans la koya en face de la mienne. C'est-à-dire une espèce de bas-flanc comme ça, en bois. Avec Delphine Orviller, nous avons parlé de silence, de parole et d'incarnation. Et alors, elle est plus mûre que moi, disons. Delphine Orviller, vous êtes rabbin ou rabbine, vous acceptez les deux, je crois. Et ça fait de vous une rareté. Vous êtes l'une des 3 seules femmes en France à exercer cette fonction. Vous êtes aussi essayiste, autrice de plusieurs livres dont le dernier vient d'être publié, Réflexions sur la question antisémite. Et il vient répondre à une brûlante actualité, un chiffre qui vient lui aussi de tomber, 74% d'actes antisémites en plus en 2018. On voit dans les journaux, sur les réseaux sociaux, se multiplier des images de graffitis terrifiants, d'effarantes vidéos où on insulte, où l'on hait. Les médias vous ont toujours aimé, mais ces derniers temps, c'est particulièrement vers vous qu'on tend le micro, qu'on tourne les caméras. C'est à vous que revient la charge immense d'être celle qui vient poser des mots sur tout cela. C'est à vous que revient la charge d'apaiser la France face à ces images. Quelles ressources vous déployez pour endosser ce rôle-là ? Moi, je ne sais pas si j'ai vraiment le sentiment de l'endosser. J'ai surtout le sentiment aujourd'hui que j'aimerais que beaucoup de gens prennent conscience que c'est pas un combat particulier ou le combat des Juifs ou plus largement le combat de ceux qui sont touchés par la haine. Mais je me pose tout le temps la question de comment on peut aujourd'hui activer des relais de parole. Et donc, si je peux servir à ça, c'est ce que j'essaie de faire. On est dans un temps où les gens ont des empathies très sélectives. Les gens s'imaginent que les Juifs doivent lutter contre l'antisémitisme, les personnes
noire ou musulmane contre le racisme, que les gays doivent lutter contre les propos homophobes. Et tout ça, c'est une négation de notre humanité, mais aussi de la promesse républicaine. Moi, je me dis que je voudrais être juste un des visages de cette lutte, et j'ai l'impression de pas arrêter de le répéter, que c'est pas aux Juifs de lutter contre l'antisémitisme. Donc voilà, je me dis qu'on a tous le devoir de se poser la question des responsabilités personnelles, avoir une espèce de conscience que ça viendra pas d'un autre, la fin de ces paroles haineuses, et ça viendra pas non plus de plans gouvernementaux ou de pouvoirs publics. Ça viendra d'une possibilité de chacun, de tout un chacun, dans notre République, de sentir que quand l'autre est frappé, en réalité, c'est lui qui est balafré, qu'il y a quelque chose qui rejaillit sur nous tous de cette haine, même quand elle porte pas le nom de l'atteinte à notre groupe, à notre couleur de peau, à notre identité à nous. En écoutant votre discours, quand je vous entends dans les médias, puis que je vous entends encore là, maintenant, aujourd'hui, je me dis que c'est une bonne chose que la rabbin la plus connue, la plus écoutée de France soit une femme issue de la mouvance la plus libérale du judaïsme. En tout cas, moi, je me dis simplement qu'il faut qu'on se rappelle que nos traditions religieuses, elles parlent par des voix plurielles, y compris par des voix qui ont souvent été les voix de la périphérie. Alors souvent, c'est vrai que le féminin, il vient raconter ça, il vient raconter la voix de l'éclipsé, la voix de celui qu'on a mis, ou de celle qu'on a mis à la périphérie, et qui n'avait pas de possibilité d'avoir une action politique au sens noble du terme. On parlait à sa place ou en son nom, on parlait d'elle, mais on parlait pas avec elle. Aujourd'hui, je crois que c'est extrêmement important qu'on entende plein de voix au sein de nos traditions religieuses, au sein de nos groupes de parole, pour essayer de vraiment se poser la question de la place qu'on fait à la parole de l'autre. Donc, c'est vrai que moi, je suis bien consciente que, étant une femme, souvent, quand je prends la parole pour parler de mon engagement rabbinique, il y a toujours un moment chez mon interlocuteur où ma simple présence vient casser des idées reçues. C'est-à-dire, les gens se disent, ils n'écoutent même pas nécessairement le contenu de ma phrase, mais il leur faut un petit temps pour entendre, tiens, elle est rabbin, ça veut dire, pour le dire très concrètement, que tous les rabbins ne ressemblent pas à Rabbi Jacob, n'ont pas nécessairement de barbe, et que si tous les rabbins ne ressemblent pas à l'image que peut-être j'en avais, ça veut dire que tous les juifs ne ressemblent pas peut-être à l'image que j'en avais. Ça veut dire qu'il existe une possibilité d'être à côté des clichés, des stéréotypes qui ont souvent été portés par l'idée que chaque communauté, elle a une voix, que ça ressemble à ça, que ça a telle couleur, telle tonalité, tel vêtement, telle façon d'être au monde. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je pense que le pluralisme et la conscience des pluralités de paroles, ça sert à ça. Ça sert à nous aider à réintroduire de la complexité dans la façon dont on voit l'autre. L'autre n'est pas nécessairement un reflet fidèle des clichés que je peux avoir de lui. Et dès qu'on réintroduit de la complexité, à mon sens, on réintroduit de l'oxygène dans le débat. Mais c'est pas facile à faire parce qu'on est dans un temps où les gens sont fascinés par la simplification. Ouais. C'est exactement là-dessus que reposent les théories du complot. Exactement. Cette idée de réintroduire la complexité, ça pourrait être un peu la mission que je me suis définie aussi avec cette émission. Donc merci d'avoir formulé les choses ainsi, je me reconnais vraiment pleinement. Alors ici, on essaie de revenir un peu en arrière, de rembobiner pour comprendre comment se sont construites les femmes qui font la société actuelle. Donc Delphine Horviller, vous êtes née à Nancy, vous avez grandi à Reims, je crois. À Épernay. À Épernay. À côté de Reims, oui, en C'était Champagne. Comment de grandir à Épernay? En fait, pour être même plus précis, j'ai grandi dans un tout petit village près d'Épernay. Enfant, j'habitais dans un petit village de quelques centaines d'habitants qui s'appelait Ambonnay, que peu de gens connaissent, où il y a des vignobles, des vignes, des villages qui vivent au rythme d'ailleurs de ces saisons viticoles. Et donc, j'ai eu l'impression d'avoir une enfance très heureuse, très rurale, en pleine campagne, mais quand même avec très tôt beaucoup de questionnements sur mon identité, la place de cette histoire dans ma famille, une histoire qui en partie d'ailleurs est une histoire très douloureuse, lacrymale, un héritage de la Shoah, mais voilà, que tout ça se mêlait, une enfance très heureuse, mais la conscience qu'il y avait dans mes héritages et dans mes racines des choses un peu douloureuses qu'on verbalisait pas nécessairement, qui faisaient que je me sentais toute petite à la fois tout à fait comme les autres et pas du tout comme les autres. Il y avait en moi la conscience que je ressemblais totalement à mes petits camarades et aux autres, et en même temps, il y avait quelque chose de l'ordre de mon histoire que je savais pas verbaliser avec des mots, mais qui faisait prendre conscience que j'étais quand même l'autre de leur histoire. Quelque chose en moi était un peu à côté, un peu décalé.
Et donc voilà, j'ai eu l'impression très jeune d'être voilà, dans ce débat intérieur entre ce qui faisait que j'étais comme tout le monde et pas comme tout le monde. Ouais. Il y a une question que je pose souvent à mes invités et qui, je trouve, prend un sens particulier avec vous. La question, c'est comment on vous parlait quand vous étiez petite. Mais je crois que justement, ça se joue beaucoup par les silences, ce que vous ressentiez, ce que vous venez de décrire. Oui, en fait, c'est intéressant quand vous me dites ça. La première chose que je pense, c'est à comment on me parlait pas. Ouais. En fait, il y avait une conscience qu'il y avait des éléments de notre histoire et de notre héritage familial qui étaient transmis, mais pas par les mots. Parce qu'aucun mot n'aurait pu le raconter. Bon, moi, mes grands-parents maternels, qui étaient des survivants, arrivés en France par hasard après les camps et après avoir tout perdu, ils étaient dans l'incapacité totale de parler de ce qui leur était arrivé. D'abord, ils ne parlaient pas français, mais même quand ils parlaient un petit peu, avec un très lourd accent yiddish, c'était évident que c'était pas possible pour eux. C'est pas qu'ils voulaient pas parler, c'est qu'ils ne pouvaient absolument pas placer des mots. Et donc, ils étaient murés dans un mutisme, mais qui en même temps faisait passer plein de choses, notamment je serais incapable de dater. Les gens me demandent à quel moment tu as pris conscience de ce qui leur est arrivé. En fait, je ne sais pas, je n'ai jamais eu une non-conscience, me semble-t-il, de cela. Il y a quelque chose qui était toujours là, sans que je sache exactement ce qui s'était passé, quelque chose de l'ordre, voilà, de ce qui passe, pas par les mots, mais par un secret qui passe par le silence. Mais à côté de ça, j'avais aussi dans ma famille beaucoup de gens qui étaient, au contraire, je dirais, des champions des mots et du langage, plutôt de l'amour du français et de l'étymologie. Moi, mon grand-père paternel, qui a eu un rôle très important dans ma vie, il était professeur de français, de latin, grec, agrégé de lettres classiques. Et en fait, j'ai senti très tôt que ce repère-là, familial, c'était au contraire un amour des mots et du langage, qui d'ailleurs allait main dans la main avec un amour de la France et de la République et de la laïcité et de cet héritage historique. Et on est en Alsace-Lorraine, c'est une position aussi pas très particulière pour la communauté juive. C'est un endroit où... Un endroit d'ancrage, ouais. et d'ancrage républicain extrêmement fort. Les Juifs qui habitent en Alsace-Lorraine, ils se définissaient comme des Israélites amoureux passionnément de la République. Et donc pour eux, les mots et la langue française étaient un trésor. Voilà. Et donc, voilà, peut-être que enfant, je me suis dit qu'il fallait que je fasse dialoguer les silences et les mots. Et alors, je pense pas que j'en avais bien entendu une conscience comme ça, je l'aurais pas verbalisé comme ça, mais aujourd'hui, je vois très bien comment cet héritage-là et d'une certaine manière les incohérences de ces deux histoires, la difficulté à les réconcilier l'une avec l'autre, a beaucoup à voir avec mon cheminement vers ce que je fais aujourd'hui, vers le rabbinat, qui est en fait un travail du mot, vraiment. C'est quelque chose qui est compliqué à expliquer souvent parce que les gens y pensent, surtout dans une culture chrétienne, que le rabbin c'est un prêtre du judaïsme, alors qu'en fait c'est vraiment pas ça. Le rabbinat c'est pas un sacerdoce, c'est une fonction d'enseignement et c'est une fonction de passeur et de pasteur, mais qui fait qu'on est toujours en train de faire le lien entre l'humain et les mots. C'est un travail qui est centré sur l'exégèse, sur le rapport au texte et à son interprétation. Donc c'est un travail qui consiste à faire parler les mots et à faire parler les silences et à écouter comment est-ce que le texte peut encore parler, n'a pas fini de dire, comment est-ce que ces silences peuvent encore être parlés à travers nous et à travers des générations de lecteurs qui vont surgir. Donc c'est un travail sur le mot et sur l'humain. Et d'ailleurs, vos mots, vos textes, on en reparlera tout à l'heure, sont tellement beaux à lire. Vous avez une plume incroyable. C'était quel genre de femme, votre maman, dans votre enfance ? Ma mère est une mère très, très aimante, j'allais dire très mère juive, qui s'est toujours beaucoup souciée de nous, de nous accompagner, je crois, d'être présente pour nous. J'ai eu un modèle de mère très présente. Ma mère a repris des études quand on était assez grand déjà. Elle est devenue ensuite enseignante. Mais quand on était tout petit, elle était vraiment là, dans un dévouement très fort. J'y pense souvent maintenant que je suis mère à mon tour, parce que moi, compte tenu de mes engagements, je suis toujours culpabilisée, comme beaucoup de femmes, par le fait que peut-être je suis pas assez présente, rattrapée par ça. Vous travaillez le samedi en plus, le week-end, souvent les soirs, et donc voilà, essayer de jongler, mais comme beaucoup de femmes, entre les complexités de nos vies, dans leur diversité. Mais
Alors moi, j'avais une maman très présente, qui venait me chercher à l'école. Je déjeunais à la maison à midi. Voilà, elle était très là. Et puis qui incarnait aussi pour moi quand même une force particulière de résilience. Elle avait eu une enfance sans doute pas simple, en étant la fille de mes grands-parents, qui avaient donc une histoire très douloureuse et qui étaient très marqués par ce qu'ils avaient traversé. Et pourtant, voilà, je me suis souvent dit qu'elle s'en tirait bien, qu'elle avait réussi à fonder une vie, devenir mère à son tour. Et voilà, donc elle est un modèle pour moi de ce point de vue-là. Vous avez employé l'expression du stéréotype de la mère juive. Ouais. Je vous ai entendu dire quelque chose qui m'a un peu bouleversée en fait dans une vidéo. Vous dites peut-être que si ce cliché est apparu, c'est que les mères juives ont eu des bonnes raisons de s'inquiéter dans l'histoire et... Malheureusement, oui. En fait, la mère juive, elle a eu bien des raisons d'être soucieuse dans l'histoire et d'être angoissée pour la génération suivante. Et alors, ça a développé peut-être effectivement chez certaines, et j'ai envie de dire chez certains, parce que moi, je connais beaucoup d'hommes qui sont des mères juives, ou même qui sont ni juifs, ni femmes, ni mères, mais qui sont des mères juives. En fait, la mère juive, c'est quoi ? C'est toute personne qui tout à coup se perçoit comme faisant un avec ses enfants et oublie les frontières territoriales ou corporelles entre elle ou lui et la génération suivante. Moi, j'appelle parfois la mère juive la mère téphale. C'est l'anti-téphale plutôt. C'est celle qui adhère en toutes circonstances. Ouais. Alors, il y a des milliers de blagues sur les mères juives, mais il y en a été très, très drôles. La mère juive, c'est celle qui dit j'ai froid, va mettre un pull. Ouais. Et donc, c'est celle qui est incapable de percevoir que ce qu'elle ressent n'est pas nécessairement ce que son enfant ressent. Celle qui est incapable de faire deux, en fait, et qui reste toujours dans un élan fusionnel avec celui auquel elle a donné naissance, dans l'incapacité de percevoir qu'il est né d'elle, mais il n'est pas elle. Et on peut tous être menacés par ça, en fait. Je trouve que l'accès à la parentalité le fait comprendre un peu à tout un chacun, cette espèce de mystère étrange que cet être qui surgit et qui est né de vous n'est pas vous, et que si tout va bien, et dans le meilleur des scénarios possibles, eh ben, il va se décrocher de vous complètement pour être un autre, quand bien des circonstances vous n'allez pas comprendre. Mais c'est quelque chose de très dur à faire, et c'est encore plus dur à faire quand il y a autour de nous des raisons de s'inquiéter. Des menaces. Ouais. Des menaces objectives, des choses qui font que on n'est jamais sûr de pouvoir donner à cet enfant les moyens de vraiment se protéger. Delphine Orviller, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ? Non, j'en sais rien, je crois que j'ai toujours été très féminine, enfin en tout cas me sentant très, très féminine. J'avais très envie de ressembler à ma mère quand j'étais une petite fille. J'étais sans doute beaucoup dans même des clichés de genre, de vouloir me déguiser en princesse. J'étais toujours très triste d'avoir des cheveux tout bouclés qui ne poussaient pas. J'avais toujours l'impression d'avoir des cheveux courts, et j'enviais toutes ces petites filles aux cheveux raides qui ressemblaient beaucoup plus aux princesses de Walt Disney que moi. Mais je me suis toujours, oui, je crois, sentie très féminine. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que quand je suis devenue rabbin, il y a beaucoup de gens que l'accès à cette fonction dérange au sein d'un monde plus traditionnel, et qui donc s'imaginent que quand on fait ce choix de devenir rabbin, c'est qu'on est forcément quelqu'un qui a un problème avec le féminin traditionnel, ou qui serait en colère contre la féminité, la maternité. Ça. Et en fait, je me suis tellement jamais reconnue là-dedans que ça me surprend très souvent quand les gens s'imaginent que mon choix a quelque chose à voir avec une attaque en règle contre le féminin, ou la volonté de m'accaparer ou de me venger de quelque chose, ou de m'accaparer du masculin, ou quelque chose qui relèverait d'un pouvoir masculin. C'est quelque chose qui me parle tellement pas que j'ai même souvent du mal à comprendre de quoi les gens me parlent. Enfin, c'est souvent le cas quand on vous accuse de quelque chose, ça dit rien. Souvent quand on vous insulte, ça dit rien de vous, mais ça dit tout d'un schéma mental de celui qui énonce ces mots. Complètement. Ouais. Et je crois que pour moi, le féminin, il a quand même toujours rimé avec le fait d'être l'autre,
de l'histoire. Ouais. Et c'est pour ça que aussi parfois je me reconnais pas dans certaines voix féministes. Je me suis toujours sentie féministe, mais là où je me reconnais plus parfois dans le discours féministe, c'est quand on veut à tout prix que le féminin soit le même. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec le fait que le féminin soit à la fois le domaine du même et de l'autre. C'est-à-dire que les femmes, elles ont dû apprendre tout au long de l'histoire à conjuguer le fait qu'elles étaient comme les autres, mais aussi l'autre de l'histoire, et que donc ça leur donnait, ça les forçait à développer des outils particuliers pour penser l'altérité. Mais moi, j'ai toujours vécu ça comme une chance. Parfois, c'est handicapant, mais c'est quand même quelque chose dont on peut faire une bénédiction dans l'existence, d'être l'autre de l'histoire, d'avoir été l'autre voix de la littérature, l'autre voix de la culture, l'autre voix des religions. Et ce qui a pu être une malédiction pour des générations et des générations, moi, je le vis aujourd'hui comme quelque chose qu'on peut transformer. Une possibilité. Et donc, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Voilà. Quand vous avez une vingtaine d'années, vous partez en Israël étudier la médecine à Jérusalem. Est-ce que vous vous souvenez de la jeune femme que vous étiez alors et surtout de la façon dont vous vous projetiez dans l'avenir, des rêves que vous portiez à cette époque ? Oui, je me souviens en fait très bien. Au moment où je passe le bac, en fait, j'ai 17 ans et là, je décide de partir. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que ce départ un peu... il y avait une espèce d'effet dans mon départ que parfois on cherche dans l'adolescence. C'est-à-dire que tous mes petits camarades, ils partaient vers des facs de droit, de littérature, des grandes écoles. Et moi, tout à coup, mon départ vers Israël était de l'ordre d'une utopie que j'étais en train de mettre en œuvre dans ma vie. J'avais cette espèce de rêve grandiose qui passait pour moi par Israël, par le fait de percevoir comment mon identité juive allait pouvoir se conjuguer avec ce projet-là, avec ce que je percevais comme étant aussi un idéal, une utopie, et se mêler à ça la volonté de devenir médecin, qui était un rêve sans doute hérité de mon père ou de son histoire. Mon père est médecin et je crois que je me projetais comme étant dans le prolongement de ses rêves à lui, des rêves des générations passées. Mais je crois que c'est quelque chose finalement que on traverse tous à un moment donné dans l'existence. On se rend compte que nos rêves et nos utopies, elles ont beaucoup à voir avec les inaboutis ou les prolongements des générations passées. En fait, pendant quelques années, j'ai eu l'impression que mon rêve passait par le prolongement des générations passées, quelque chose que je devais compléter ou réparer par rapport à ce que d'autres avaient rêvé de faire et n'avaient pas fait, par rapport à ce qu'on attendait de moi aussi. Et en fait, il m'a fallu quelques années pour me dire... c'est peut-être pas mes rêves, c'est peut-être des rêves hérités d'une certaine manière. En fait, il faut à un moment donné se dire quelle est la part dans ce que j'ai construit pour moi qui relève des attentes que d'autres ont eues et que je viens réaliser en leur nom, et qu'est-ce que je veux vraiment, moi, là-dedans. Donc voilà, je suis partie à 17 ans, en tout cas en Israël. J'ai fait des volontariats dans des kibboutz, vous savez, ces villages agricoles. J'étais, oui, je crois, très utopiste, engagée aussi à cette époque politiquement. C'était l'époque où Rabin était Premier ministre, Yitzhak Rabin était Premier ministre d'Israël, des accords de paix se signaient. Il y avait de l'espoir beaucoup. Il y avait de l'espoir, c'était Oslo, on croyait que ça y est, on avait trouvé la solution et que, bien entendu, la paix, elle était là et que ma génération avait la chance tout à coup de pouvoir vivre ce moment incroyable. Et puis bien sûr, voilà, tout s'est effondré un soir du mois de novembre 1995. Moi, j'étais sur cette place au moment où voilà, le Premier ministre est assassiné. Et puis ensuite, c'est un enchaînement terrible avec des attentats pas quotidiens, hebdomadaires. Je me souviens que toutes les semaines, on avait un bus qui explosait à Jérusalem où j'habitais. On vivait avec un sentiment de peur, de terreur, de rêve saccagé. Il y avait l'assassinat d'un Premier ministre par un juif israélien, le terrorisme palestinien qui frappait. Et puis l'élection de Benjamin Netanyahou en 1996. Enfin, c'est un enchaînement de moments qui, de mon point de vue, étaient comme un rêve piétiné et avec des pas qui écrasaient lourdement justement mes utopies, mes rêves, et qui ont fait qu'à ce moment-là, je me suis décidée à revenir en France et à re-questionner mes projections. Voilà, qu'est-ce que je pouvais bien faire de tout ça ? J'allais vous demander si c'était justement ce renversement de l'histoire auquel vous avez assisté de très très près qui vous a donné envie d'épouser la carrière de journaliste que vous avez exercée pendant plusieurs années après ça.
En fait, au moment où je rentre en France, donc en 1996, par là, je cherche ce que je vais bien pouvoir faire, dans quoi je vais pouvoir me projeter. Et à ce moment-là, j'ai une conscience, c'est que je crois beaucoup à l'écoute et à l'écrit et aux médias dans le sens noble du terme, c'est-à-dire la nécessité de faire des ponts et des liens entre des expériences des gens et la façon dont on va les raconter. Et tout à coup, le journalisme apparaît comme étant un lieu très privilégié pour explorer cette idée-là. La médecine l'était aussi d'une autre manière. Moi, j'ai l'impression que ce que j'ai pu chercher dans la médecine pendant quelques années ou dans le journalisme et finalement aujourd'hui dans le rabbinat Ouais. est un peu de la même chose. Mais c'est marrant parce que justement, la question à l'origine, je vous la posais comme ça. Quand vous parlez, moi, dans le métier de journaliste, que j'ai la chance d'exercer depuis de nombreuses années, ce que j'aime, c'est qu'on apprend tout le temps. Et quand vous parlez du métier de rabbin, vous employez cette expression-là aussi, que c'est un espèce d'apprentissage où on est éternellement étudiante. Et je trouve qu'il y a vraiment des ponts entre les deux fonctions, clairement. Ouais. Bah, c'est centré sur l'écoute, en fait, sur l'idée Exactement. qu'il y a quelque chose dans la parole de l'autre qui peut encore parler, que vous allez pouvoir traduire autrement et que vous allez pouvoir faire passer à d'autres, alors à des lecteurs, à des auditeurs ou à des gens qui étudient ou à des générations nouvelles. Donc il y a une fonction d'enseignement, une fonction d'écoute et puis c'est accueillir le récit de l'autre comme quelque chose de sacré, c'est-à-dire se poser pour accueillir. Alors, c'est pas le cas dans tous les métiers de journaliste. Enfin, là, par exemple, le moment qu'on vit maintenant, c'est un vrai moment d'écoute et de posé et doux, ce qui est pas nécessairement facile à faire quand on est dans un temps où des médias sont dans une télé continue où il faut fournir et faire ce que les gens appellent aujourd'hui du buzz, des événements. Là, on est d'une certaine manière dans le contraire de l'écoute. On est dans un bruit de fond troublant qui justement en fait floute l'écoute et permet pas d'aiguiser vraiment son oreille. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse en tout cas c'est les moments d'écoute de l'autre et au moment où on accueille une parole comme un récit sacré. Alors, en 2002, vous êtes à New York et un rabbin qui constate votre passion pour les textes du Talmud vous dit « Pourquoi tu ne deviens pas rabbin ?» et vous pensez que c'est un peu une blague, c'est une sorte de révélation aussi dans votre vie. Et je me demande si vous n'avez pas en fait un peu attendu une sorte d'autorisation pour épouser ce qui était votre destin. Oui, c'est vrai, je me souviens clairement de cette conversation où j'étudiais beaucoup, mais vraiment m'était pas venue à l'idée, j'avais pas verbalisé la possibilité du rabbinat, parce que j'avais pas de modèle de ça dans ma vie. Je me serais pas autorisée à le penser ou à le dire. Et tout à coup, il y a cette conversation à New York avec cette personne qui me dit « Mais avec ton parcours, pourquoi t'envisages pas le rabbinat ?» Et je me souviens très bien de ce moment où j'explose de rire, mais vraiment convaincue que c'est une très bonne blague. C'est ça, oui. Et là, lui ne rit pas. Et il y a ce moment de décalage entre ce que je perçois comme une blague et son sérieux à lui, qui crée un effet de révélation pour moi à cet instant. Tout à coup, je me dis « Mais est-ce que ça pourrait ne pas être une blague, un sujet de plaisanterie ?» Et si c'était la chose la plus sérieuse qu'on m'ait dit ou que je puisse me dire, voilà. Et à ce moment-là, l'idée germe et ça me semble comme une évidence que j'ai cherché ça à travers bien des cheminements. Je repense à ce moment-là et comme j'y pense très souvent, il y a une légende, un vieux proverbe juif qui dit surtout ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît parce que tu risquerais de pas te perdre. Et en fait, à ce moment-là, je me dis que c'est fou comme ces moments où peut-être on a l'impression qu'on s'est perdu et qu'on a fait des demi-tours, et qu'on avait l'impression de s'être planté de route ou d'avoir pris le mauvais embranchement à un carrefour. En fait, ils sont le chemin. Et que j'avais besoin de passer par tous ces lieux géographiques ou tous ces ancrages, ou ces changements d'idées pour que ça m'emmène à cet instant-là où tout à coup, ça devient possible. Et ça n'aurait pas été possible si j'avais pris une ligne droite. Une ligne droite, non. Et puis là, à ce moment-là, les choses ensuite s'enchaînent très vite. J'ouvre les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes rabbins. Il y en a beaucoup aux États-Unis et que oui, effectivement, c'est pas quelque chose de subversif. Ou alors si ça l'est, c'est interdit. Vous n'auriez pas pu faire ça en France. En France, il n'y a pas d'école rabbinique. Ouais. L'école rabbinique en France est dirigée par le mouvement orthodoxe qui ne reconnaît pas pour l'instant en France la féminisation de cette fonction. Donc il n'y a pas de possibilité d'étudier en France. Donc il faut en France partir en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis ou en Israël, qui sont les lieux principaux. Il y a des séminaires rabbiniques qui acceptent des femmes. Et là, me retrouvant à New York, finalement, j'entre au séminaire et effectivement, alors ça m'apparaît comme une évidence.
effectivement, de l'ordre, tout à coup, quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Alors, en France, on ne peut pas étudier quand on est une femme. Par contre, on peut quand même devenir rabbin. Vous avez été ordonné à la synagogue du 15e arrondissement en 2008. J'ai vu les photos. Vous êtes enceinte. Et c'est assez incroyable de voir ces images où on est vraiment dans un rituel religieux. Et c'est vrai que moi, je viens d'une culture chrétienne, catholique, où c'est un peu déstabilisant, où on associe la prêtrise au célibat, à la chasteté. Et je trouve que vous incarnez, en fait, dans cette photo, dans ces images que j'ai vues, quelque chose d'incroyablement puissant sur le plan politique. Est-ce que vous aviez cette conscience-là, à ce moment-là ? Le jour même, j'en avais plaisanté dans mon discours d'intronisation, le moment où j'arrive dans la synagogue, et j'ai dit aux personnes qui étaient là que dans l'histoire, il y avait peu de rabbins qui avaient pris des congés maternité, mais qu'il était temps que ce soit une possibilité. J'étais très enceinte de ma fille, puisque je crois que j'ai accouché même 10 jours après être arrivée à la synagogue. Je me rendais bien compte quand je venais d'arriver que c'était pas nécessairement évident pour certains fidèles, peut-être surtout pour des personnes un peu plus âgées, d'une autre génération, où tout à coup débarquait un nouveau rabbin qui était une femme et qui était très enceinte. Et parfois, je voyais dans leur regard qu'ils me parlaient, ils regardaient mon ventre, ils me regardaient, ils me regardaient mon ventre. C'était un peu too much d'être à ce point-là, d'incarner le féminin et le maternel dans cette fonction-là qui avait été pendant si longtemps et qui, à leurs yeux, restait une fonction très masculine, ou même quelque chose de une fonction paternelle, presque chose que je pouvais pas, bien entendu, indiquer. Je me souviens d'un jour où je venais d'arriver et après quelques offices, il y a un monsieur d'un certain âge dans la communauté qui est venu me voir et qui m'a dit quelque chose qui était à la fois terrible, mais qui était, je crois, dans sa bouche un très grand compliment. Il m'a dit j'aime tellement la façon dont vous menez les offices que j'ai fini par oublier que vous étiez une femme. Ce qui est terrible, mais ce qu'il voulait dire en réalité, pour le traduire, c'est qu'il avait fini par neutraliser cet élément extrêmement perturbant qui était l'évidence de ma féminité dans cette fonction, pour que tout doucement il puisse l'accepter, voilà, au point où ce ne soit plus, il n'y ait plus de résistance de sa part. Je crois que ça a été un souci pour beaucoup de femmes dans l'histoire qui ont accédé à des fonctions qui ont été longtemps masculines, c'est que pendant un temps, elles sont occupée à neutraliser beaucoup le féminin en elle, à devenir neutre, c'est-à-dire plutôt du côté du genre masculin quand on est neutre en français. Et enlever c'est ça, la grammaire. L'altérité dont vous parliez tout à l'heure, qui est si importante. Voilà. Et en fait, il faut un certain temps pour gagner une reconnaissance, dans le meilleur des cas, qui vous permet de redevenir ou d'être pleinement la femme que vous êtes. Mais c'est pas possible tout de suite, en fait. Et moi, je sens qu'il a fallu finalement quelques années pour que je puisse clairement être une femme et pas neutraliser le féminin que je pouvais diffuser dans ma façon d'être rabbin. Mais ce qui est marrant, c'est que je vous ai entendu raconter une anecdote qui pourrait presque être le miroir de ce que vous venez de raconter, qu'il y ait des petits garçons dans votre synagogue qui vous disent « Ah, c'est dommage que je sois pas une fille pour devenir rabbin », qui s'imaginent qu'en fait, c'est ça la norme. Oui. Ça, c'est très touchant aussi. On voit que finalement, un stéréotype, on peut le déconstruire en une génération, quoi. Incroyable. Même en quelques années, en fait, c'est fou. Ça m'arrive encore tout le temps, des petits-enfants qui fréquentent ma communauté et qui me voient officier et qui en concluent que c'est un métier de fille, que c'est dommage. Ils auraient tellement aimé être rabbins, mais ils sont des petits garçons. Et voilà, c'est vrai que ça prête à sourire, mais je pense que c'est intéressant, ça dit bien comment très très vite des choses se déconstruisent, se reconstruisent, qu'on est capable en fait d'aller très très vite. Vous voyez, c'est la même chose que la question de rabbin ou rabbine. Moi, pendant longtemps, je me suis plutôt appelée Madame le rabbin, parce que souvent quand les gens disaient rabbine, pour beaucoup de gens, la rabbine, c'était la femme du rabbin. Et donc, il était important pour moi qu'on puisse installer la possibilité des femmes rabbins en montrant qu'on pouvait avoir le même titre, justement, et pas en inventer un autre, et pas le décliner comme si c'était à côté de la fonction rabbinique traditionnelle. On pouvait vraiment l'incarner. Et j'ai un peu changé là-dessus mon point de vue, parce que presque tous les enfants dans la synagogue, ils disent rabbine, et ils n'ont connu que ça. Et pour eux, ça va de soi. Et pour eux, c'est même incongru de pas le nommer au féminin. Et donc, je comprends qu'on est de fait passé dans un temps où on n'a plus besoin de l'expliquer, parce qu'on l'a modelé. Et en fait, il n'y a qu'en incarnant les choses et en les modelant qu'on change la réalité.
beaucoup plus qu'avec un langage imposé. Il y a eu un basculement similaire dans la politique. Les premières femmes politiques, c'était Madame le ministre, et puis petit à petit, ça s'est imposé, et on a eu Madame la ministre qui paraît plus naturelle aujourd'hui. C'est intéressant. Ouais, c'est le reflet d'un changement de mentalité qui est tout à coup qui permet au langage de suivre, avec toujours cette question, est-ce que le langage doit précéder ou suivre les changements? Moi, je pense que c'est toujours un peu les deux. Vous parlez du langage et en fait, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, votre fonction de rabbin vous pousse à lire et à transmettre les textes sacrés. Alors j'invite toutes celles et ceux qui écoutent La Poudre à se plonger dans un essai que vous avez publié il y a quelques années qui s'appelle « En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme ». C'est vraiment merveilleux à lire. Je l'ai lu plusieurs fois, je m'y replonge, je tourne dedans parce que c'est extrêmement riche. Dans la pensée féministe, et surtout dans la recherche féministe, on parle souvent de regard situé. C'est-à-dire, on essaie de se débarrasser de l'idée que le regard masculin est neutre, ce que vous venez de rappeler tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que femme rabbin, vous posez un regard situé sur ces textes du Talmud que vous réinterprétez et transmettez à travers vos livres ? Oui, sans aucun doute. Là où c'est compliqué d'en parler, c'est que bien souvent les gens me disent qu'est-ce que ça change qu'une femme soit rabbin dans la façon dont on exerce cette fonction. Et en fait, le malentendu que souvent suggère cette question, c'est que les gens s'imaginent que parce que je suis une femme, je vais exercer mon métier avec beaucoup plus d'empathie, de douceur ou d'écoute. Clichés, voilà. Et donc, en fait, il faut pouvoir dire que oui, ça change tout et en même temps, ça change rien. C'est-à-dire que ça change beaucoup de choses, mais pas nécessairement de l'ordre de ces clichés-là. Moi, je connais beaucoup maintenant de femmes rabbins qui sont pas nécessairement plus dans l'écoute que des hommes qui exercent ces fonctions, et je connais des femmes beaucoup plus belliqueuses ou qui parfois seront menacées par un ego trip, comme ça peut nous arriver à tous, mais plus que des hommes. Donc c'est pas, il faut être capable de sortir de ces clichés-là. Et pourtant, moi, je pense vraiment en fait que la différence, c'est que quand des femmes accèdent à des fonctions où elles n'étaient pas les bienvenues. Mais c'est pas juste vrai pour le rabbinat, c'est vrai par exemple dans la lecture des textes. Quand des femmes participent à la lecture des textes et qu'elles sont sujet dans la conversation et pas sujet de conversation, quand elles parlent avec les hommes pour étudier le texte et qu'elles sont pas un sujet de conversation des hommes qui étudient le texte, quand tout à coup les voix masculines et féminines se mêlent dans l'étude, tout le monde lit le texte différemment. Ça, j'en ai fait l'expérience des centaines de fois dans l'étude des textes. Quand des hommes et des femmes lisent ensemble un texte et le commentent, même les hommes le lisent différemment. C'est comme si tout le monde était resitué dans la lecture. Comme si tout à coup, on était capable ensemble de s'intéresser, par exemple, à des personnages secondaires du récit, à des éclipsés du texte, à ce que les Américains appellent le subtexte, ce qui est caché en dessous. Pratiquement comme si dans le texte était construit comme un palimpseste. Vous savez, c'est ces tableaux où il y a plusieurs couches de peinture. Vous pouvez ne regarder que la couche supérieure, mais vous pouvez en fait gratter et découvrir qu'en grattant la couche supérieure, il y a un autre dessin en dessous que vous n'aviez pas vu d'abord. Moi, mon expérience, c'est que quand le féminin se mêle à la conversation, quand les femmes se mêlent à la conversation, en fait, ça éveille les voix du féminin, on va les appeler comme ça, qui sont pas toujours portées par les femmes. Parfois, c'est les hommes chez qui ça s'éveille, ces voix du féminin. Et ces voix du féminin, c'est celles qui sont prêtes à lire les couches cachées du palimpseste dans le texte. Et tout à coup, on a une façon de lire les textes qui est différente. On entend d'autres voix, on fait parler des personnages secondaires, on change le point de vue sur la lecture, on a des interprétations politiques différentes, des interprétations mystiques différentes. Et c'est ça pour moi qui fait toute la différence. Voilà, pour moi, le regard situé, il est là. Quand les femmes prennent part au dialogue, tout le monde a un regard qui tout à coup va pouvoir se situer ailleurs dans le débat. Mais c'est compliqué à expliquer parce que il faut d'abord éviter dépasser le cliché de genre que seules les femmes seraient capables d'entendre ces voix-là. C'est pas vrai. Bien sûr. C'est pas que les femmes qui sont capables d'entendre ces autres voix, mais simplement quand on les exclut de la conversation, alors ces voix-là deviennent muettes. Il n'y a aucune possibilité qu'elles émergent. Non, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est là où pour moi, la mixité est si critique aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable de faire de la place
aux autres voix, aux autres corps, aux autres éruditions, ce dont on parlait au tout début de l'entretien, c'est-à-dire cette pluralité des perceptions, elle est critique parce que sans elle, en fait, on appauvrit nos identités, on appauvrit nos lectures. Il n'y a plus qu'une seule façon de lire le texte et de l'interpréter, et alors on piétine toute la richesse de ce qu'on pourrait encore faire dire au texte, de ce qu'on pourrait encore être, de ce qui pourrait encore parler en nous. Et je trouve que dans votre démarche, il y a en plus quelque chose qui fait que même si on n'est pas, même si on connaît pas du tout le judaïsme, moi je connaissais très mal, et on se sent complètement concerné par ce que vous portez. C'est que étrangement, par cette multiplication des voix et par cet affinement de votre regard, en fait, vous proposez quelque chose qui est extrêmement universel. C'est assez fascinant la démarche. En fait, c'était vraiment mon but. C'est-à-dire que bien sûr, moi, ce que j'apporte, c'est des éléments de ma tradition parce que c'est le langage particulier dans lequel je m'exprime. Mais pour moi, il a de pertinence que si il offre un écho à de l'universel. C'est-à-dire que s'il exprime dans une langue ce que plein d'autres gens pourront traduire dans la leur. C'est la raison pour laquelle, vraiment, pour moi, c'est important d'écrire des livres qui s'inscrivent dans une forme qui s'ouvre au grand public, de faciliter l'accès de tous à ce que sont les outils du judaïsme de lecture, une grille de lecture particulière, mais qui va avoir une résonance. Alors voilà, ça a été important dans chacun de mes livres, mais ça l'est plus que tout dans mon dernier livre, sans doute dans celui qui traite de l'antisémitisme, pour vraiment voir comment les outils que la littérature ou la pensée juive a eu pour lutter contre la haine, aujourd'hui, elles peuvent aider tout le monde à penser son rapport à la parole haineuse, à penser aussi, vous savez, on est dans un tel temps de compétition victimaire où les gens prennent un tel plaisir, et c'est troublant, à se raconter leur histoire par le prisme de douleurs passées qui leur donnerait des droits ou qui leur donnerait presque un titre de noblesse. Écoutez comme j'ai souffert. Enfin, c'est troublant, ce discours, il résonne un peu partout dans notre société autour de nous. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment, par exemple, dans la culture juive, on a essayé de se raconter son histoire sur le mode de la résilience. On est capable de se relever. On nie pas tout ce qu'on a traversé et vécu, mais ça va pas tout dire de nous. Et on va être capable de se relever et même parfois d'en rire et de se raconter nos histoires sur un mode pas mortifère, mais un mode ancré dans la vie. Moi, si je peux contribuer ça au débat public aujourd'hui, je considère que c'est mon devoir. Comment on fait pour que chacun apporte ses outils, les outils de sa culture ou de sa poésie personnelle, pour aider toute une société ou d'autres gens à se relever à leur tour et à penser, voilà, comment on envisage la résilience dans notre société. Et cette notion de résilience, justement, je voulais vous interroger là-dessus par la suite. Est-ce que vous recommanderiez aux femmes, on est quand même dans un moment très particulier du combat féministe où il y a effectivement la dénonciation, de fait, on parle de viols, d'agressions sexuelles qui ont été parfois commises il y a des années et qui ressortent d'un seul coup dans le débat public parce que la parole se libère et c'est quelque chose de merveilleux auquel on assiste, mais on est un petit peu aussi déstabilisé. Qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant ? Est-ce que cette résilience, vous la préconisez aussi pour ce moment précis de l'histoire des femmes ? Oui, parce qu'on est dans un moment historique, révolutionnaire. L'accès à la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais à condition que on prenne conscience de à quoi il va nous servir. C'est-à-dire que raconter ce qui nous est arrivé, pour raconter ce qui nous est arrivé, et si ça nous donne aucun outil pour s'en relever, et si d'une manière ou d'une autre, et c'est pervers, ça nous menace parce que ça va nous enfermer potentiellement dans un statut de victime, alors c'est terrible. Il faut qu'on trouve moyen que cet accès à la parole, en fait, il est le moyen de nous rendre pleinement acteurs de nos histoires et actrices de nos histoires. Et c'est pas toujours le cas. Parfois, la parole aussi, elle peut enfermer dans un récit de soi, qui est un récit qui met l'emphase sur une certaine passivité. Voilà ce qui m'est arrivé. Et voilà les droits que ça va peut-être me donner. Et c'est pas du tout ça l'enjeu d'une prise de parole. L'enjeu d'une prise de parole, c'est de voir comment de le raconter va me donner une force et faire de cette malédiction une bénédiction dans ce qui est arrivé, parce que je suis redevenue pleinement acteur de mon histoire. C'est quelque chose qui est pas facile à faire. On le voit, c'est vrai tout azimut. On est dans un temps d'écoute. Alors, on parle en ce moment politiquement, un grand débat qui est mené. C'est super l'idée d'un grand débat. Des gens disent on veut parler, d'autres gens disent on veut vous écouter. Mais en réalité, il faut toujours se poser la question de à quoi ça sert l'écoute. En fait, l'écoute, souvent, elle sert pas tant à ce que l'autre vous entende que vous donnez la possibilité à l'autre, quand vous l'écoutez,
de s'entendre lui-même raconter son histoire autrement. C'est comme si, au moment où vous écoutez, vous pouvez presque décrocher vos oreilles et les greffer sur l'autre. C'est beaucoup ce que fait la psychanalyse, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, ouais, ça me faisait penser au Le divan, psychanalyste, ce que il fait vous ça parce que décrivez. son écoute vous permet de vous entendre parler différemment. Et je crois que beaucoup de victimes, quand elles accèdent à la parole, en fait, elles ont besoin qu'on les entende, mais elles ont besoin de s'entendre aussi, raconter leur histoire, avec cette puissance du langage qui fait que vous allez vous relever. Voilà. Vos positions assez libérales au sein du rabbinat français vous ont valu pas mal d'attaques. Vous recevez des insultes, parfois on vous appelle la rabbin des people, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment que les attaques que vous subissez sont assez sexistes ? Oui, toujours. Enfin, voilà, moi, j'ai la chance, entre multiples guillemets, de recevoir très souvent des courriers peu sympathiques venant de gens très différents. Il m'arrive de recevoir des courriers antisémites, il m'arrive de recevoir des courriers misogynes, il m'arrive de recevoir des courriers de gens qui sont contre l'accès des femmes au rabbinat. Mais c'est vrai que très souvent, il y a un élément de sexisme, de misogynie, où on me dit bien sûr que ma place n'est pas là, que je devrais retourner à ma cuisine ou à mes enfants. Enfin, c'est très caricatural. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, mais ça va sans doute pas vous surprendre, c'est des paroles qui sont énoncées par des femmes, qui, elles, s'inscrivent dans un modèle très traditionnel, et que bien sûr, l'accès d'une femme à des fonctions de responsabilité ou des fonctions politiques, c'est-à-dire d'expression publique, ou à l'érudition, eh bien, vient questionner de façon beaucoup trop violente pour elles le territoire limité dans lequel elles ont choisi d'être. C'est-à-dire qu'il devient alors le pré-gardé les gardiennes du temple qu'elles sont de la tradition, d'une certaine manière. Et c'est vrai dans toutes les traditions religieuses. On le voit bien, c'est bien souvent les femmes qui défendent l'excision dans certaines parties du monde, où tout à coup ces femmes, elles se font les gardiennes des pires traditions du patriarcat et de la misogynie religieuse. Et donc voilà, moi souvent c'est ce que j'ai à entendre. Ou bien sinon, le fait que très souvent je suis attaquée, on me renvoie à mon corps en plein de circonstances, comme si mon corps féminin allait invalider ma fonction ou mon esprit ou le sérieux de mon érudition ou de mon engagement. Par exemple, un petit détail, il se trouve que quand j'avais 18 ans, je faisais plein de petits boulots pour financer mes études, et entre autres, pendant quelques temps, j'étais mannequin, comme j'ai été d'ailleurs, j'ai vendu des vêtements et j'ai été serveuse, enfin, j'ai fait plein de petits boulots comme ça. Mais le fait d'avoir été mannequin pendant quelques mois, quelque chose de totalement anecdotique dans ma vie, vraiment, eh ben, c'est quelque chose qui m'est tout le temps rappelé, surtout par des gens qui pensent qu'à travers cet argument, ils vont invalider le sérieux, Votre compétence. ma compétence. Comme on fait souvent avec Voilà. les femmes de pouvoir. C'est ça. En fait, il faut rappeler qu'en fait, je ne suis qu'un être sans doute superficiel. Je ne suis qu'un corps. Je ne suis que celle qui s'inscrit sans doute dans la tentation, voilà, dans la superficialité. Et c'est troublant, comme voilà, si souvent c'est à ça qu'on veut ramener les femmes, comme si elles étaient forcément un peu plus nues, avec un peu moins de consistance, voilà. Et donc c'est quelque chose qui est pour moi toujours très intéressant, on va dire, et troublant. Vous parlez de corps et ça tombe bien, j'allais vous poser la question un peu bizarre, la question rituelle de la poudre. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Delphine Narvillard? Je ne connaissais pas cette question traditionnelle, mais vous savez l'importance du rite. Je ne veux pas changer les traditions. Oui, merci d'apprécier. Je crois plutôt bien. En tout cas, j'ai pour lui une immense reconnaissance pour... vous savez, en hébreu et en arabe, un des noms de Dieu, c'est... Alors en arabe, on dit Al-Rahim, et en hébreu, on dit Ar-Rahman. Ça veut dire, un des noms de Dieu, c'est le miséricordieux, la miséricorde. Mais en fait, l'étymologie de ces mots, dans les langues sémites, c'est l'utérus. En fait, Dieu porte pour nom, entre autres, un des noms du divin, c'est la matrice. C'est-à-dire celui qui est capable de... C'est quoi une matrice ? C'est la fonction de faire de la place à l'autre. En fait, l'utérus, c'est la matrice, c'est la capacité à faire en soi un espace pour que l'autre y grandisse et surgisse en vous
puis hors de vous. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant. C'est pas étonnant que dans ces langages traditionnels, ce soit une fonction du divin. Je crois qu'il n'y a rien de plus transcendant et puissant comme capacité que de se dire qu'on a la capacité en soi de créer un espace pour que de l'altérité, du non-soi, grandisse et surgisse. Et c'est exactement, à mon sens, ce dont on est malade aujourd'hui. Voilà. On a une société qui a la problématique politique qu'on vit aujourd'hui, c'est une problématique hystérique au sens de hystérie, c'est de l'utérus. Voilà, c'est ça étymologiquement. C'est que les gens s'imaginent qu'ils doivent se décontaminer de l'autre. Vous voyez, on entend à toutes les sauces cette idée que on est chez nous, que l'autre n'est pas chez lui, que pour être vraiment soi, il faudrait se débarrasser de l'étranger ou de l'étrangeté, ou tout ce qui nous contamine, tout ce qui nous pollue, toute l'altérité qui nous empêche d'être nous-mêmes sous les traits de l'étranger, du juif, des femmes, des homosexuels et que sais-je encore. Voilà, toutes ces figures de l'altérité finalement dans nos sociétés. Et c'est intéressant parce que c'est comme si on voulait se débarrasser de la fonction matricielle d'un utérus en nous. Qui accueille l'autre. Qui accueille l'autre et qui surtout sait que il vit un moment sacré quand il sait qu'il y a de l'autre en lui. Et il y a toujours de l'autre en nous. En fait, on est qui on est parce qu'on a été, entre guillemets, altéré. On a rencontré de l'altérité, un autre qui nous a changé. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'expérience de la grossesse, elle est spirituellement, on va dire mystiquement extraordinaire. Les femmes le vivent comme ça, mais je pense que les hommes ont la possibilité de vivre d'autres formes de grossesse, de transformation. Mais c'est le moment où vous savez que parce que vous avez accueilli de l'autre, se produit en vous du neuf et de l'inédit auquel vous pouvez donner naissance. Et la capacité de vous retirer un tout petit peu de vous-même pour percevoir ce qui grandit d'autre en vous, c'est une leçon extraordinaire. C'est un moment spirituel, mais moi, j'ai envie de dire c'est un moment politique. Voilà. Dans ce moment politique qu'on vit, c'est un vrai... une puissance pour nous de réflexion qu'on devrait travailler. Moi, je retiens que Dieu est une femme, là, après ce que vous m'avez dit. Je me fais ma petite sauce à moi, mais c'est passionnant. En tout cas, voilà, je pense que c'est vous savez, la Bible, elle dit qu'on est créé à l'image de Dieu et que le premier homme, il est créé masculin et féminin. C'est qu'il y a du masculin et du féminin dans le transcendant aussi. En fait, on est. Qu'est-ce que c'est que le masculin et le féminin? En fait, pour les mystiques, et ça c'est vrai dans toutes les traditions religieuses, le masculin, c'est la capacité à donner et le féminin, c'est la capacité à recevoir. Et il faut pouvoir vivre dans la vie dans cet équilibre-là, être capable de donner et être capable de recevoir. Et être capable de recevoir, c'est tout sauf de la passivité. C'est quelque chose de très actif, de savoir accueillir et recevoir. D'ailleurs, vous faites allusion à ce que vous décrivez dans En tenue d'Ève, qui m'a passionnée. Vous revisitez en fait l'étymologie du mot qui est employé quand on raconte l'histoire d'Adam et Ève. Et en fait, tout le monde a interprété ce mot comme elle vient de la côte d'Adam, donc elle est littéralement un objet issu de l'homme, alors qu'en fait, vous dites que non, c'est à côté le vrai mot. Ouais, c'est passionnant de lire ça. C'est un grand malentendu de l'histoire, parce que imaginons ce qu'aurait pu être notre civilisation si on avait traduit ce mot par à côté, que la femme qui surgit dans l'histoire est à côté, dans la possibilité d'un face-à-face avec l'homme et d'une relation de sujet à sujet. Mais dès qu'on dit qu'elle est sortie de la côte d'Adam, alors là, c'est une relation de sujet à objet, un être secondaire par rapport au masculin premier. Et là, pour le dire très simplement, il y a comme un os. En fait, la femme, c'est l'os de l'histoire, et à ce moment-là, ça peut pas bien se passer tant qu'on rétablit pas la possibilité d'un face-à-face. Delphine Orvillard, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous, malgré toutes ces responsabilités, toutes ces sollicitations que vous recevez quotidiennement? J'essaie très souvent d'en retrouver le chemin. J'ai l'impression de trouver le chemin de ma chambre très souvent dans les textes, dans les livres, dans la poésie, dans la chanson, dans ces moments qui sont en fait toujours liés à de la poésie ou un rapport à une bibliothèque intérieure, on va dire. Voilà. Mais j'ai l'impression, comme beaucoup de femmes, effectivement, de jongler en permanence entre des responsabilités, le poids de ces charges mentales, la sensation que
que c'est quand même toujours plus compliqué encore aujourd'hui pour une femme, même dans un monde où les femmes ont accès à plein de choses, qu'on continue quand même tellement souvent, nous les femmes, à souffrir par exemple d'un syndrome d'imposteur, quelque chose que je ressens très souvent chez mes amis, mes collègues femmes, l'impression qu'en toutes circonstances, on a toujours l'impression qu'on doit faire ses preuves et que peut-être potentiellement on est un peu plus un imposteur que quelqu'un d'autre à fonction égale, comme si on était toujours en train de chercher à ancrer notre légitimité. Où qu'on se trouve. J'en parlais récemment, moi j'interviens souvent dans des conférences et souvent dans ces conférences, les organisateurs me disent qu'ils peinent à trouver des femmes conférencières. Il y a beaucoup d'autocensure. Ouais. Et que très souvent, les femmes vers lesquelles ils se tournent leur répondent « Mais qui suis-je moi pour parler de ce sujet ? Vous allez trouver quelqu'un de plus compétent que moi. » Et ils ont beaucoup plus rarement du côté des hommes on va dire cet excès d'humilité. Et alors ça fait très cliché ce qu'on dit là, mais je trouve que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut se pencher. Qu'est-ce qui fait qu'il y a à quel moment, et moi j'y pense aussi parce que j'ai des enfants, j'ai un fils et des filles, et je me pose souvent la question de à quel moment potentiellement je leur envoie, ou l'école ou la société va faire grandir en elles ce sentiment d'être des imposteurs, là où elles n'ont aucune raison de le ressentir. En tout cas, je suis convaincue qu'un des remèdes contre ça, c'est justement les représentations, les incarnations, les modèles, et vous constituez clairement un modèle qui va donner envie à des jeunes femmes de parler et de prendre le pouvoir, je pense. J'y pense aussi souvent quand je raconte des histoires à mes enfants, parce que je leur raconte les histoires, comme nous tous, les histoires avec lesquelles on a grandi dans les contes. On est quand même souvent aussi à raconter des histoires de féminins cachés dans les châteaux, qui attendent passivement un salut qui vient de l'extérieur, ou qui trouvent pas leur voix, ni avec un E, ni avec un X dans le monde extérieur. Quand je raconte à mes filles la petite sirène, je me dis c'est quand même fou que... Je me pose la question de comment elles vont traduire pour elles ces contes où le féminin, il existe surtout dans les profondeurs de l'océan, et que quand il sort à l'air libre, il est muet. Comment on fait pour que elles se reconnaissent dans une petite sirène qui pourra prendre la parole même en milieu aérien. Même avec des jambes. Même avec des jambes. Voilà, avoir à la fois des jambes et une voix, c'est quand même utile dans l'existence. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre, ça évoque le teint, le maquillage. Pour moi, ça évoque quelque chose de léger, qui est transparent et qui fait toute la différence. Toutes ces petites choses dans l'existence que peut-être qu'on ne voit pas, qui virevoltent autour de nous, mais qui en réalité, quand elles se posent quelque part, font réfléchir la lumière différemment. Voilà, j'interpréterais ça comme ça. Et peut-être que les femmes, elles ont eu cette relation particulière dans le maquillage avec la poudre, quelque chose qui pouvait sembler être une superficialité totale, mais qui en réalité raconte quelque chose de très profond, de comment est-ce que des petites choses, parfois des petits changements, en réalité ont une capacité à produire dans le monde des lumières qui vont tout changer. Merci beaucoup, Delphine Orviller. Merci. Merci à Delphine Orviller d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galigani. Le générique est une variation sur la chanson L'appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes.
À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8e à Paris. J'aime leurs chambres spacieuses et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme. Si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à La Poudre.